Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter brièvement. Julien, 25 ans, hacker, développeur et joueur de poker. J'ai effectué toutes ces activités de manière professionnelle et je vis de mes passions depuis mes 16 ans. Cette histoire se passe durant l'été 2022. J'habite en colocation avec 3 amis à Marrakech. J'y exerce l'activité de joueur de poker professionnel. Une connaissance me contacte car il vient de se faire pirater une centaine de sites. Il a besoin d'aide pour désinfecter son serveur. J'accepte de l'aider. Avant de vous présenter comment je les ai piratés, je vais vous expliquer le mode opératoire et pourquoi ils font ça. Les hackers recherchent des sites sur WordPress. C'est un outil qui permet de créer son site sans avoir besoin de coder. Il fait tourner 40% d'Internet. Sous WordPress, on peut installer des extensions. Les extensions nécessitent des mises à jour régulières. Les mises à jour contiennent des ajouts de fonctionnalités ou encore des corrections des failles de sécurité. À partir du moment où une faille de sécurité est connue et que la mise à jour n'est pas effectuée, le site court un grave danger. Avec les mots de passe faibles, c'est la cible principale des hackers de sites. Une fois qu'un site est piraté, les hackers tentent de prendre le contrôle des autres sites présents sur le serveur. C'est ce qui s'est passé dans mon cas. Les hackers sont passés de un site piraté à une centaine, car les sites étaient mal isolés. En hacking, on appelle ça du spreading. En français, se répandre. Une fois qu'ils ont le contrôle des sites, ils génèrent des centaines de milliers de pages dans le but d'apparaître sur Google avec des sites ne leur appartenant pas. L'objectif étant d'utiliser la notoriété des sites piratés pour acquérir du trafic et gagner de l'argent via des pubs. Par exemple, vous avez gagné un iPhone. N'oublie jamais, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Les hackers chinois spamment la version japonaise de Google. Ça a beau être des enfoirés, ils respectent quand même certains principes. Règle numéro 1, on ne chie pas là où on mange. Les hackers font ça de manière massive et le processus est extrêmement rentable, surtout en Chine où le SMIC est d'environ 350 €. Après une semaine de travail, j'ai réussi enfin à faire sortir les hackers du serveur. Il est environ 1h du matin, je sors prendre l'air et je discute avec mon pote Joe. Je lui explique qu'ils étaient déterminés et organisés. Quand je supprimais un virus, un nouveau apparaissait. J'ai rarement eu affaire à des hackers aussi tenaces. Je lui dis que c'est soit un hacker extrêmement fort, soit une équipe de professionnels. Il mériterait une bonne leçon, mais c'est peu probable que j'y arrive vu le niveau des attaquants. Je décide de jeter un œil directement dans le code de leur fichier, des sites qui pourraient leur appartenir. Je tombe rapidement sur ce site, où l'on peut voir un dragon qui tourne à l'infini sur la page d'accueil. Je montre ça à Joe et l'adrénaline monte. Il me dit de faire attention aux représailles, pas de problème, j'opère évidemment de manière anonyme. Je retourne dans mon bureau pour enquêter plus en profondeur. Ce site cache de nombreux virus qui sont installés sur le serveur des victimes. J'arrive pas à exploiter grand chose. Je contacte leur hébergeur pour effectuer un signalement et j'élargis ma recherche pour essayer de trouver des adresses IP qui pourraient leur appartenir. Bingo, je trouve une adresse IP. Cette adresse se trouve sur un site internet. En apparence, il n'y a rien dessus. Je décide de lancer une attaque de type brute force. Ne quittez pas la vidéo, je vais vous expliquer. Le brute force, c'est le fait de tester plein de combinaisons pour trouver des éléments intéressants. Ça peut servir pour trouver un mot de passe ou encore pour trouver des dossiers présents sur un site. J'utilise les noms les plus communs en me basant sur un dictionnaire. Rapidement, je trouve ce dossier nommé Tool. Pour les non-anglophones, ça signifie outil en français. Ça sent très très bon. J'arrive sur ce site en chinois et j'y trouve de nombreux outils qui ont l'air de servir à pirater des sites. Cryptage de code, téléchargement de fichiers, statistiques de trafic, et j'en passe. Double bingo, on est au bon endroit. Mon point fort en hacking, c'est le piratage des sites. Ça tombe bien, on va pouvoir s'amuser. Je tombe sur une page qui s'appelle encode.php. Cette page sert à rendre leur virus illisible. Illisible par des humains, tout en gardant exécutable par une machine. L'objectif est d'éviter que des gens comme moi essayent de remonter sur leurs traces. C'est loupé. Comment cette page fonctionne? C'est simple. Les hackers uploadent leur virus et la page renvoie le résultat. J'essaye de détourner l'utilisation de ce formulaire pour lire directement les fichiers de code de leur site. Ça fonctionne. Les hackers n'avaient pas prévu que quelqu'un tombe sur cette page et aucune sécurité n'a été mise en place. Je peux lire le code de leur site. On appelle ça une faille à l'EFI. Local, File, Inclusion. J'ai accès au contenu de tous les fichiers présents sur leur serveur. Ça va grandement faciliter mon intrusion. Pour résumer simplement, la sécurité est catastrophique. Nouvel objectif, prendre le contrôle du serveur. Lire le code du site c'est bien, pouvoir le modifier c'est mieux. Je vous passe tous les tests que j'ai effectués pour y parvenir, mais après quelques dizaines de minutes seulement, ça y est, je trouve un moyen d'installer un fichier sur leur machine. J'ai désormais mon virus installé sur leur machine. Je peux télécharger les fichiers,
les modifier, exécuter des commandes. Si les permissions de leur serveur étaient bien configurées, on serait bloqué dans le dossier du site. Dans leur cas, il n'y a eu aucune configuration de fait et je peux me promener sur leur Windows sans aucune difficulté. Je peux même naviguer entre les différents disques durs, c'est incroyable. Ça fait plus de 10 ans que je travaille sur la sécurité des sites internet et j'ai jamais vu une sécurité aussi faible. Comme quoi, ce sont toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Je décide d'enquêter plus loin et les choses sérieuses ne font que commencer. Avant de poursuivre cette vidéo, je dois vous présenter le sponsor. Vous allez me dire, mais le mec sort sa première vidéo, elle est déjà sponsorisée. Effectivement, je reste un hacker et autant allier l'utile à l'agréable. Pour ça, j'ai contacté CyberGhost VPN, qui est un service que j'ai découvert lors de sa création il y a environ 15 ans. Il compte aujourd'hui plus de 38 millions d'utilisateurs, j'ai beau être cordonnier, je ne suis pas le plus mal chaussé. Quand j'ai choisi CyberGhost VPN, c'était pour leur politique no logs, c'est-à-dire qu'ils ne stockent pas les actions que vous effectuez. CyberGhost VPN, pour moi, c'est indispensable lorsque j'utilise un réseau Wi-Fi public. Vous ne me verrez jamais sans CyberGhost VPN dans un hôtel, un train ou un aéroport. C'est parce que j'ai conscience des attaques nommées Man in the Middle que je ne me permettrai pas ce genre de choses. Si vous vous posez des questions sur cette attaque, demandez à ChatGPT, il vous expliquera mieux que moi. En 2 mots, un VPN sert à sécuriser votre connexion. CyberGhost VPN propose un accès illimité avec ses plus de 9000 serveurs dans plus de 91 pays. Petite astuce, avec un VPN argentin ou turc et une Mastercard, Lud Premium coûte environ 1 € par mois contre 11 € en France. Vous pouvez changer votre localisation en seulement 3 clics. Le logiciel est simple d'utilisation, disponible sur toutes les plateformes et avec un abonnement, vous pouvez aller jusqu'à 7 appareils. Vous pouvez partager avec vos amis ou votre famille. CyberGhost VPN vous permet aussi d'accéder à des services de streaming bloqués dans votre pays. Vous pouvez débloquer 40 services de streaming et 40% de contenu en plus sur vos plateformes de streaming. Le service coûte 2,3 € par mois, plus 4 mois gratuits. CyberGhost propose un remboursement jusqu'à 45 jours. Fin de la parenthèse, on retourne à nos moutons, ou plutôt nos loups galeux. Comme je vous disais, j'ai désormais un virus sur leur serveur. J'explore leurs fichiers pour essayer de comprendre leurs outils et qui ils sont. En regardant les dossiers de leur machine, j'observe un fichier nommé ip.bat. BAT, c'est une extension qui permet d'exécuter des commandes sous Windows. Ça m'intéresse car ce n'est pas commun. Je décide de l'ouvrir. Dedans, je découvre une adresse IP, un nom d'utilisateur, ainsi qu'un mot de passe. Incroyable. Je fais rapidement une hypothèse. Pour moi, ces informations servent à se connecter via le protocole RDP. RDP, qu'est-ce que c'est? Remote Desktop Protocol, ou connexion au bureau à distance en français. En gros, avec ces informations, je peux potentiellement me connecter sur leur machine, contrôler la souris, voir l'écran et taper au clavier, comme si c'était mon ordinateur. Encore plus puissant que mon virus actuel, qui me permet de seulement taper des commandes et de modifier des fichiers. Je réfléchis à ce que je pourrais faire de leur machine. Je peux crypter les données et leur demander une rançon. Avec un virus acheté à 50 $ sur des forums de hacking, c'est super simple. Mais je vais pas faire ça. L'objectif, c'est pas de gagner de l'argent sur le dos des victimes. J'envisage aussi de désinfecter toutes les victimes, mais je me rends compte que ça va être quasiment impossible car ils contrôlent les sites avec plusieurs serveurs. Je pense une demi-seconde à contacter la police. Quand on connaît un peu la politique internationale, on sait que c'est complètement inutile. En général, la Chine ne s'exprime pas sur ces sujets ou elle dément, à part quand ça touche au régime communiste, évidemment. Je prends donc une décision simple et radicale, je vais tout détruire. La situation n'est pas commune, je décide d'enregistrer mon action. Il est temps de tester les informations de connexion, et voici ce qui s'est passé. Et donc là, on va aller faire un peu de ménage sur le serveur du monsieur qui contrôle beaucoup trop de sites à mon goût, dont beaucoup que je suis censé nettoyer. Du coup, j'ai pas trop de scrupules à aller faire un peu de ménage. On va aller faire du ménage chez lui, ça fera pas de mal. Alors, on va voir un peu comment il travaille. Voilà, on continue, c'est un utilisateur Telegram. J'espère qu'il va pas se reconnecter, juste là il est 23 h en Chine. Ils ont mis ces derniers messages 18 h, j'ai l'impression que c'est un peu un couche-tôt, mais c'est le quelle heure ce matin 11 h 47, ok c'est plutôt un mec du matin quand même. 11 h 15, on va vérifier qu'il n'envoie pas des messages à 23 h souvent quoi. Non, c'est vraiment il est là le matin, sa routine c'est là le matin. A priori il ne devrait pas être... On va regarder l'heure mais...
Sticker tac, ouais, on devrait pas trop être dérangé, j'ai l'impression à cette heure-ci. Ok, c'est cool. Du coup, on va commencer. En gros, je sais que le disque D contient toutes les backdoors qui sont dupliquées partout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais formater ce dossier, je pense. Enfin, cette partition. Alors, c'est pas pratique en chinois. À ce moment-là, j'essaye de passer l'ordinateur en anglais et le clavier en AZERTY. J'ai l'impression que les langues ne sont pas installées. Ça a l'air long, je ne veux pas risquer de me faire attraper au milieu de mon opération. Je garde donc l'ordinateur en chinois et je ferai des copier-coller. Moi, j'ai un backup, mais lui, il a pas de backup. Je pense, j'espère. Oh. Ensuite, on va quitter la corbeille pour éviter de se faire attraper en plein vol. Tac. La petite corbeille. C'est peut-être ça. Non, ça c'est renommé. Ici peut-être. Ok. Ça a l'air un peu bizarre. Non, mais ça je l'ai cassé. Ouais, ça c'est tout cassé. Cool. S'excuser quand même. Sorry. Sorry for the problems, but we made too much damage. On va signer Hacking is not a crime. Hop. Ouais, ça va pas tout supprimer évidemment, mais ça va supprimer tout ce que ça peut. Allez, fais-toi plaisir, mon gros. Tac. Mon profil. Ouais, ça c'est fini. Ok. Du coup, ce qui va se passer, on va lui suggérer d'apprendre à jouer au poker pour gagner sa vie. On va lui installer Poker Stars, on est gentil. Ça sera un peu mieux que de pirater des milliers de sites, c'est pas très cool. Voilà, on va lui installer Poker Stars. You are smart. Learn poker and earn your money without hurting others. Voilà. Yes. Install your Poker Stars. Au passage, j'ai édité sa description Telegram pour le charrier en mettant Attack is easy, défense is so hard. Si vous êtes encore là, c'est le moment de mettre un j'aime, de vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire. Cette vidéo a demandé énormément de travail. Avant de tout supprimer, j'ai effectué une sauvegarde de leurs données, que j'ai téléchargée. Pour faire ça de manière anonyme, j'ai créé une archive contenant l'intégralité de leurs données que je me suis envoyée via WeTransfer. WeTransfer est un site qui permet d'envoyer des gros fichiers à une adresse mail. J'ai envoyé ces fichiers sur une adresse Yopmail, une adresse mail jetable sur laquelle on peut se connecter sans mot de passe. J'ai ensuite téléchargé les données sur ma machine et supprimé les mails. Leurs données en ma possession, je décide de les analyser. J'étudie donc leurs conversations en utilisant Google Translate car ils communiquent en chinois. Voici un résumé de ce que j'ai compris. L'équipe est composée d'une trentaine de hackers. Il y a 34 membres dans leur conversation de groupe. Il y a un patron, comme dans une entreprise classique, son pseudo est Max. Ils ont d'ailleurs des horaires de bureau, qui sont 9h-18h. Je pense qu'ils travaillent tous au même endroit. Il y a une allusion à un emplacement en Chine nommé Nanshen. Je n'ai pas pu précisément le localiser, mais si vous êtes curieux, essayez de faire des recherches. La machine que j'ai piratée appartient à Taoboy, un jeune hacker qui sort sûrement de l'école. Son rôle est de développer des outils pour aider les autres hackers à pirater des sites. Je ne suis pas sûr qu'il soit majeur, beaucoup d'employés ont l'air très jeunes. Je ressens quand même de la compassion pour Taoboy. Ça aurait pu être moi dans un univers proche. Un jeune qui a trouvé comment vivre de sa passion, l'informatique. Il est sûrement issu d'une famille pauvre et il n'a sûrement pas conscience du mal qu'il fait dans le monde. Il voit ça comme un jeu. Je sais que son patron va sûrement lui faire passer un sale quart d'heure et j'espère que je pourrai lui faire changer sa vision du monde, ne serait-ce qu'un petit peu. Aucun hacker ne commence sa carrière de manière légale, rarement de manière morale. Mon action est d'ailleurs considérée comme illégale, mais peu importe.
Je sais qu'elle est juste. Faut-il placer la loi au-dessus de la morale? Bonne question. Je vous invite à réagir dans les commentaires. Le référencement, les gars, s'il vous plaît. Ça fait maintenant plus de 24 heures que je suis sur le dossier et que j'ai pas dormi. L'adrénaline est à son apogée et impossible de trouver le sommeil. Je n'en ai pas envie de toute façon. Il y a 7 heures de décalage entre la Chine et le Maroc. 1h45 du matin, je suis dans le salon marocain, à l'extérieur. Avec mon PC portable, je me connecte sur la machine de Tao Boy et j'attends qu'il arrive au travail pour voir sa réaction. J'ai invité mes colocataires à venir voir le spectacle. Un bon thé marocain pour accompagner le moment. Tao Boy, on t'attend sur ta machine. La connexion au bureau à distance ne permet pas à 2 personnes d'être connectées en même temps. Imaginez 2 personnes qui bougeraient la souris en même temps, pas viable. J'attends donc qu'il me déconnecte pour savoir qu'il est arrivé. Malheureusement, je n'ai pas d'enregistrement de cette partie. Le manque de sommeil a eu raison de ma lucidité. 5 minutes passent et ça y est, il me déconnecte. Je lui laisse 30 secondes pour lui laisser constater l'ampleur des dégâts. Je me reconnecte et je vois qu'il est en train de changer de mot de passe. Je ferme la fenêtre et spamme la conversation de groupe de l'entreprise en leur disant que j'ai des sauvegardes et je laisse un mail jetable pour qu'ils puissent me contacter. Ses collègues me demandent qui je suis. Comme si j'allais répondre. C'est la zizanie dans la conversation de groupe de l'entreprise. Tao Boy me redéconnecte, je reprends le contrôle, continue de spammer, il me redéconnecte. Le jeu dure un petit moment et je finis par lâcher l'affaire. J'ai encore un virus dans leur machine et je suis pressé de voir s'ils vont me contacter. Après ces dernières 32 heures qui furent agitées, il est temps pour moi de dormir. 14h30. Je me réveille après 12 heures de sommeil bien mérité. Premier réflexe, je déverrouille mon téléphone et je regarde les mails de l'adresse Yopmail. Rien. Ils ne m'ont pas contacté. C'est bien joué de leur part, car j'avais vraiment pas prévu de collaborer avec eux, même contre beaucoup d'argent. Et dialoguer avec moi était plus dangereux qu'autre chose. Je descends dans mon bureau, allume mon PC et me fais un café. On est de retour. Je vérifie que leur machine est toujours en ligne. Oui. Et je vérifie que mon virus est toujours présent. Oui. J'utilise mon virus pour analyser les données. Je regarde ce qui a changé, et vous me croirez ou non, mais ils ont mis le nouveau mot de passe dans le fichier qu'on avait trouvé la veille, le fichier ip.bat. Il est de nouveau en ma possession, et je vérifie qu'il a bien quitté le travail, et je teste le nouveau mot de passe. Erreur, certificat de sécurité invalide. Il a rajouté une nouvelle protection. Vous commencez à comprendre comment je fonctionne, je n'aime pas abandonner, et j'ai pas prévu de le laisser tranquille. Je fais énormément de recherches pour essayer de casser ou de voler ce certificat, c'est dur. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il vient d'arriver au taf. Heure. Chine. Et ouais, c'est là où il commence, merde. Il vient d'arriver au boulot. Ça serait trop risqué de continuer à essayer de craquer la sécurité pendant qu'il est sur la machine. Je fais disparaître les traces de mon passage et je décide d'arrêter pendant qu'il est dessus. Je fais des recherches de mon côté. Au bout d'un moment, je décide de dormir. Il finit le boulot à 11h du matin, heure marocaine. Ça n'est pas raisonnable d'attendre. Je suis dans ma chambre et impossible de trouver le sommeil. Il est déjà 10h du matin. Ok, en tant que joueur de poker, on a un rythme décalé. Mais là, c'est clairement l'adrénaline qui m'empêche de dormir. Je sais qu'il finit dans 1 heure. Foutu pour foutu, je décide que je prendrai le relais sur la machine à 11h. Je prépare un plan que je mettrai en action 5 minutes après qu'il soit déconnecté. Le plan est clair. J'ai pas réussi à craquer le certificat. Je vais donc installer TightVNC. VNC est une alternative au protocole RDP, qui permet aussi de contrôler un ordinateur à distance. L'avantage de TightVNC, c'est que je peux l'installer en ligne de commande avec mon virus encore présent sur le site. Je vais aussi masquer le logiciel sur la machine pour qu'il ne puisse pas le repérer facilement. C'est presque invisible. Je suis dans mon lit, sur mon PC portable, et j'actualise en boucle la liste des connexions actives. J'attends qu'il se déconnecte. Ça y est, il est parti. J'attends quelques minutes par souci de sécurité. C'est long, une minute. Et j'installe TightVNC, ça fonctionne. Je me connecte de nouveau sur la machine, je regarde dans quel état elle est et je constate qu'il n'y a plus grand chose. Il a changé de compte Google, de compte Telegram, de VPN, etc. Sur ces outils, il y a maintenant marqué « Il était une fois une montagne », qui est un proverbe chinois qui incite à la motivation et à la détermination. Pas sûr que je l'ai aidé à changer sa vision du monde, du moins pas tout de suite. Difficile de lutter contre plus de 10 années de propagande. Je suis dans un autre espace-temps, bercé par la fatigue, dopé par les rayons du soleil et l'adrénaline. Je fais une nouvelle fois une sauvegarde des données, je supprime les traces de mon passage et je m'endors.
Réveil 19h. Oups. Je sors pour profiter des derniers rayons du soleil et je vais vérifier que mon virus est toujours en place. Non, ça ne fonctionne pas. J'essaye de voir si la machine est toujours en ligne. Non, l'IP ne répond plus. Je regarde les conversations que j'ai téléchargées avant de dormir. Ils ont prévu de changer de machine. Je me rends compte que je n'ai plus de lien avec eux. C'est la fin de la bataille. Je vois aussi dans les conversations qu'il a utilisé l'expression « vomir du sang » après mon passage. Je l'ai quand même embêté. Je réfléchis à tout ça et je me dis que mon action était bien, mais que son utilité était limitée. J'ai pu détruire une grosse partie de leur travail, je leur ai fait perdre beaucoup de temps et j'ai semé le trouble. Ils ont dû changer tous les serveurs après mon passage, mais ça s'arrête là. Je sais qu'ils agissent encore aujourd'hui et que ça ne les a clairement pas stoppés. Je le savais bien de toute façon. Je pense que quand un individu lutte contre une organisation, c'est souvent voué à l'échec. Que puis-je faire de plus ? Je peux rendre l'histoire publique et essayer de sensibiliser les gens sur comment fonctionnent les hackers malhonnêtes, vous encourager à faire des mises à jour, que ce soit sur votre site ou vos différents appareils, utiliser des mots de passe complexes et uniques, vous recommander d'utiliser un gestionnaire de mots de passe et CyberGhost VPN, évidemment. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche, je vous spammerai pas de contenu inutile. C'était Gadak, peace.